D'abord, bonsoir à tous nos abonnés de cette chaîne YouTube. Nous avons eu envie de mettre en valeur le travail des chercheurs, des scientifiques, des médecins, de ceux qui ont donc un rôle utile pour la société, évidemment. Je précise que je suis la présidente de la Fondation Université Paris-Cité. Et vous allez découvrir un personnage tout à fait passionnant, l'un des chercheurs qui sont donc soutenus par cette Fondation Université Paris-Cité. Il s'appelle Raphaël Gaillard. Bonsoir Raphaël Gaillard. Bonsoir. Merci beaucoup de venir nous voir. Je suis ravie de vous accueillir. Je précise que vous êtes polytechnicien, médecin, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne, que vous êtes académicien depuis 2024, que vous avez écrit des livres passionnants et que vous êtes spécialisé, j'allais dire, dans les neurosciences, dans les maladies mentales. Est-ce que vous pouvez déjà nous préciser ce qui constitue l'univers de vos recherches actuelles, ou de votre activité d'ailleurs, plus précisément? Alors, mon activité, elle est au sein de l'Université Oui. Paris-Cité, puisque je suis professeur de médecine. Ma spécialité est dans Donc la la psychiatrie. transmission déjà, Donc, professeur. c'est la transmission, c'est enseigner, c'est former des futurs médecins, en l'occurrence les futurs psychiatres, et puis d'ailleurs l'ensemble des médecins aux enjeux de santé mentale. Et je dirige le pôle hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne, au sein de Paris. Et là, donc, c'est le contact avec les malades, ce sont Essentiellement, des soins. essentiellement, c'est un pôle qui reçoit beaucoup de patients, jusqu'à 12 000 par an, qui sont des patients souffrant de troubles psychiques de différentes natures, et dont nous allons parler, je l'imagine, ce soir. Bien sûr, parce que c'est une cause très importante. La santé mentale a d'ailleurs été décrétée cause nationale, grande cause nationale, par le gouvernement l'année dernière, je crois. Cette année, Même cette année, enfin il y a quelques mois, c'était Michel Barnier, je pense, à la tout à fait. Matignon, Tout à et fait. c'est évidemment très important. Précisons, cher Raphaël Gaillard, que vos recherches s'orientent plutôt, alors ce sont des termes un peu techniques, mais je pense que c'est bien aussi d'en parler, sur la schizophrénie, c'est ça ce que je peux dire? Les neurosciences, sur quoi travaillez-vous précisément? Enfin, sur quoi essayons-nous de progresser? Voilà, Alors, il y a deux façons de Mmh. l'écrire. La première, c'est de parler des maladies, des troubles psychiques, et la deuxième, c'est de parler de la méthode Oui, qui nous permet de mieux les comprendre. Si on dit peut-être un mot déjà des troubles oui, psychiques pour oui, planter le décor, ce sont des maladies très fréquentes oui. et qui sont encore, malheureusement, l'objet d'un tabou, de sorte qu'on en parle On beaucoup n'ose pas en moins. parler. Voilà, on en parle beaucoup moins que la réalité de ces maladies. Pour donner quelques chiffres, la schizophrénie affecte 1 de la population générale, les troubles bipolaires, c'est autour de 2, et la dépression, au sens de la nécessité d'une prise en charge, pas forcément médicamenteuse, elle peut être psychothérapeutique, mais pas seulement un moment de déprime. La dépression elle-même, c'est 1 personne sur 5 au cours de sa vie. Voilà. Là, je viens de citer seulement 3 des troubles psychiques, que sont la schizophrénie, le trouble bipolaire et la Et on dépression. en entend parler de plus en plus, donc Et il c'est en bien. existe d'autres. On en entend parler de plus en plus, mais pas à la mesure de la fréquence de ces troubles. Parce que quand on commence à creuser un peu, à interroger les uns et les autres autour de nous, on s'aperçoit très vite que toutes les familles sont touchées. Et si c'est pas la famille elle-même, c'est un ami ou un voisin de palier ou un collègue de bureau. Donc c'est extrêmement fréquent. Alors il y a deux questions qu'on peut voir avec vous. D'abord, effectivement, ce tabou sur ces maladies mentales. Or, elles existent, vous venez de nous le dire, elles sont importantes, elles sont parfois très graves. Ce sont des vraies maladies, car la dépression est une maladie, on peut le dire. Mais, j'allais dire, historiquement, traditionnellement, on n'ose pas en parler. Est-ce que des éléments ont fait qu'on en a parlé plus facilement, ou qu'on en parle plus facilement aujourd'hui? Alors je pense que d'une certaine façon, la parole se libère. Oui. Et c'est extrêmement précieux que des personnes exposées, puissent faire part, de leurs propres troubles. On peut parler de coming out, en tout cas le fait d'aller dans l'espace public pour faire part de ces troubles. Je crois que c'est susceptible de changer complètement, le regard, des personnes, la façon dont les patients eux-mêmes vivent leurs troubles, si d'autres personnes exposées, visibles sur la scène médiatique, peuvent en faire part. Évidemment, on peut citer quelques exemples parce que je crois que ça va parler évidemment à nos abonnés. Des livres ou des personnalités comme Nicolas Demorand, qui est un journaliste exposé, qui fait cette matinale sur France Inter,
vous le savez peut-être, a parlé de sa bipolarité dans un livre et là, vous avez senti que ça provoquait un effet de libération? Oui, c'est un effet majeur. C'est un effet majeur sur nos patients qui nous en parlent, à nos psychiatres toute la journée. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très sensibles à ce moment d'identification, du trouble, par une personne aussi exposée, par une personne aussi écoutée par, tous les Mmh. Français ou presque, le matin, enfin un grand nombre, et donc ça change complètement la façon dont ils peuvent eux-mêmes parler de leur propre maladie. Et est-ce que ça vous aide, vous, en tant que médecin ou, Mais oui, parce que, là, je parle des patients que nous suivons déjà, mais l'enjeu, c'est souvent ceux qui ne sont pas suivis, ceux qui n'osent pas, pousser la porte, d'un cabinet de psychiatre ou d'un hôpital parce qu'ils ont peur du tabou, ils ont peur du stigma, c'est-à-dire de la marque de la maladie, et qu'une personne exposée, et je dis mais aussi, hem, avec le talent qu'on lui connaît, Nicolas Demorand, puisse faire part de sa maladie, c'est montrer d'une part que ça affecte tout le monde et d'autre part que, évidemment, que c'est compatible, avec la vie bien sûr, et on du vit pas développement bien, mais professionnel. on peut vivre. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il explique dans son livre. Alors il y a 2 choses aussi qui évidemment vont, sur lesquelles vous pouvez, nous éclairer. On va bien sûr parler des traitements possibles et des progrès que l'on peut faire, vous en tant que médecin, vous en tant que chercheur et évidemment en tant que, professeur, transmetteur. Ça, c'est évidemment très important. Mais il y a surtout aussi une observation d'une recrudescence des maladies mentales ou en tout cas une dégradation de la santé mentale. Est-ce qu'on peut dire ça, Raphaël Gaillard, aujourd'hui? Je pense au Covid, je pense aux jeunes, je pense, est-ce qu'on peut dire que cette santé mentale s'est dégradée depuis quelques années? Alors on peut dire 2 choses. C'est qu'il y a un socle qui ne bouge pas, Oui, mais qui ne bouge pas en étant, comme je l'ai rappelé, extrêmement fréquent. Je reprends l'exemple de la schizophrénie. 1% de la population générale, c'est à peu près la même chose dans tous les pays, sous oui. toutes les latitudes, sous toutes les longitudes, comme si c'est une caractéristique des Donc êtres c'est pas les humains. pays du Nord qui Non, dont la nuit commence très tôt, non, non, ça c'est ça quelque nous chose touche qui a tous. l'air d'être une caractéristique des êtres humains, peut-être que nous y reviendrons. C'est Mmh. peut-être une explication, hein, de cette fréquence. C'est peut-être quelque chose qui a trait au fonctionnement des êtres humains, que cette vulnérabilité aux troubles psychiques. Et puis il y a certains troubles dont on perçoit clairement l'augmentation au cours des années. C'est plutôt les troubles anxieux et les troubles dépressifs qui augmentent régulièrement, ça c'est objectivé, Ça on augmente. le mesure, et surtout ça augmente beaucoup plus rapidement, et là de façon même étonnante, on a du mal à le comprendre, chez les jeunes. Oui. C'est-à-dire chez les adolescents, les jeunes adultes. Pour vous donner quelques repères, on peut dire en France, que la fréquence de la dépression a augmenté de 8-9% à 12-13%, sur les 10 dernières Mmh. années. Et est-ce que c'est pas parce qu'elle a été mieux déclarée qu'on a ce Alors, sentiment c'est toujours d'augmentation? la question, Bien sûr. mais à cette échelle d'une dizaine Mmh. d'années, c'est à peu près les mêmes D'accord. mesures, et en tout cas pour ce qui est des études épidémiologiques françaises, ce sont vraiment Oui, les mêmes enquêtes, les mêmes mesures, donc c'est pas une question de sensibilité plus d'accord, grande aux d'accord. troubles. Et ce qui est frappant, c'est qu'en même temps, du côté des jeunes, on est passé de 11-12% à C'est énorme. 22-23%. Ça veut dire qu'on a doublé, et puis 22-23%, c'est-à-dire qu'une personne sur 5, au travers de l'ensemble d'une classe d'âge, est touchée par la dépression, ce qui est énorme. Et puis si on prend des mesures qui sont un peu plus subtiles que le diagnostic de dépression, qui ont trait en fait à la souffrance, au vécu douloureux psychique, on considère dans certaines études que c'est jusqu'à 30-40% des étudiants, par exemple, qui sont en souffrance. Et ça, c'est quelque chose que nous observons, nous, psychiatres, au gré de la demande de soins qui nous est adressée. Je veux dire aussi que c'est quelque chose que l'enseignant que je suis perçoit. Oui, Mes propres aux étudiants, étudiants, oui, étudiants en c'est ce qu'ils médecine, écoute. m'apparaissent aujourd'hui plus fragiles qu'ils l'étaient, il y a 10 ans ou, il y a 20 ans quand moi-même j'étais étudiant en médecine, et c'est une fragilité qui amène même à une forme de prudence pour, l'enseignant que je suis, Oui, oui. considérant que ces jeunes personnes manifestement,
sont en souffrance ou en tout cas peuvent très rapidement s'effondrer. Et évidemment, c'est un constat, terrible ce que vous Et faites oui, parce ici. que c'est l'avenir. D'abord, c'est C'est l'avenir. c'est On peut penser que quand on est jeune, on n'a pas de troubles. Les chats n'en ont pas, vous voyez? Enfin voilà. moins peut-être que les êtres humains. Pousse-toi, toi. Mais qu'on ne sait pas comment, faire face à tout ça. J'imagine que le covid, que le télétravail, que tout ça a participé à, une recrudescence de ces problèmes, Alors l'explication finale, on l'a pas, probablement c'est multifactoriel oui, et dans les facteurs, c'est sûr que, la crise covid a été une expérience terrible, oui, heu, on le sait ça. pour tous Pour l'entreprise, pour et les pour tous. étudiants, pour ouais. Et pour les étudiants, c'est un moment quand même de sociabilisation, de construction en fait, du tissu social et même de la personnalité. Être seul chez soi à ce moment-là, c'est terrible et on peut tous se le représenter et participer et on peut tous se représenter à quel point, être isolé socialement doit être difficile Oui. pour un étudiant. Donc ça, le facteur Covid. Il y a d'autres facteurs, c'est sûr que le monde est beaucoup plus complexe, il est beaucoup Mmh. moins lisible. Mmh. La professionnelle que vous êtes Inquiétant, peut le ouais, dire, il y a quelque chose d'illisible, d'imprévisible. même qui fait peur, on peut On dire ne les sait choses. pas si, demain éclatera une troisième guerre mondiale. Mmh. D'ailleurs, les jeunes sont les plus nombreux, parmi les classes d'âge, à penser que ce sera demain, la troisième guerre mondiale. La terre est en train de rôtir. Toutes Mmh. sortes de choses, menacent, si je puis dire, cette génération. Et puis, il y a aussi la question posée de notre rapport aux nouvelles technologies. Voilà. Il est difficile d'établir un lien de causalité, c'est-à-dire de dire que, les Ciel. écrans sont à l'origine de, mais disons qu'il existe des corrélations fortes entre l'utilisation des écrans et la fragilité psychique et qu'aujourd'hui il est raisonnable de penser qu'il y a une forme de toxicité de l'utilisation des nouvelles technologies. Alors face à tout ça et vous, vous êtes médecin, chef de service à Sainte-Anne, je le redis, vous êtes chercheur, vous êtes professeur. Est-ce que vous avez le sentiment, que d'abord on peut progresser, dans les thérapeutiques, dans les traitements, qu'ils soient d'ailleurs médicamenteux, psychiques et cetera? Est-ce que vous voyez des j'allais dire des voies d'amélioration? Alors on a beaucoup Et progressé, c'est évidemment le énormément sujet de vos progressé recherches? et d'ailleurs, je pense, puisque nous parlions du tabou, que, si l'on peut réussir à mieux comprendre, tout de suite c'est moins menaçant. Oui. L'inconnu, l'absence de maîtrise complète, c'est toujours quelque chose qui, rend les maladies plus inquiétantes. Donc le seul fait de comprendre a un effet sur, le tabou. Sur la méthode, qui nous permet de comprendre, eh bien, il Ça, s'agit c'est de le regarder ce qui se passe c'est dans ce le que vous cerveau. cherchez aujourd'hui, voilà. Donc vous Exactement regardez ce qui se passe dans le cerveau? et jusqu'à il y a pas longtemps, le cerveau était une sorte de boîte noire, Oui, heu c'est la chose qu'on connaît le mieux dans le corps humain d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas la chose, j'allais dire l'organe qu'on explore le moins c'est aujourd'hui? le plus Oui. complexe, ça c'est Mmh. certain et c'est celui qui fait de nous les êtres humains que nous sommes, Ouais. les sapiens que nous sommes. Mmh. Heu et c'est évidemment l'un et l'autre sont liés. C'est cette complexité qui donne la puissance, que nous connaissons pour cet organe. Mais pour rappeler quelques chiffres sur sa complexité, le cerveau, c'est 85 milliards de neurones. Chacun est à 10 000 à 10 000 connexions, donc c'est 1 000 000 milliards de connexions qui changent en permanence puisque notre cerveau est plastique, il s'adapte et cette complexité, elle était très difficile à étudier. La première chose, c'est qu'il fallait pouvoir regarder dans le Et on cerveau regarde mieux aujourd'hui, et alors comment on regarde? On regarde avec l'imagerie bien sûr. et avant, ces techniques d'imagerie n'existaient pas. C'est des techniques d'imagerie qui permettent non seulement d'observer l'anatomie du cerveau, mais d'observer la façon dont il s'active, il se coordonne quand nous pensons, quand nous prenons conscience de quelque chose, quand nous éprouvons une émotion et ça, c'est une nouveauté des 2-3 dernières Mmh. décennies Mmh. que de pouvoir voir ce qui se passe dans le cerveau. Avant, il fallait se contenter du comportement et de ce que les personnes disaient de ce qu'il se D'elle-même, passait bien entre eux. sûr. Et cette Heu, imagerie va vous faire, progresser, j'allais dire peut-être sur le plan chimique, sur le plan médicamenteux, sur tous les plans sur tous les plans. sur tous les plans, ce d'autant qu'en parallèle de cette fenêtre ouverte sur la complexité du cerveau par l'imagerie, nous disposons aujourd'hui d'outils informatiques qui permettent de le comprendre. Parce que pour se confronter à la complexité du cerveau, il faut la puissance de l'informatique et donc
nos neurosciences, que j'ai débuté moi en parallèle de mes études de médecine. Je Oui. n'étais pas à Polytechnique, mais à Normal Sup, et c'est l'école rivale ou voisine, rue d'Ulm. Et Oui. ce qui était très Oui, important, donc c'était pas Polytechnique, c'était Normal Sup. voilà. Pardon, c'est encore beaucoup mieux. Non, enfin, Et non, non. Et l'important, c'est de pouvoir utiliser la complexité, la puissance de l'informatique pour analyser et rendre compte du fonctionnement du cerveau. Donc on a un outil qui permet de regarder, on ouvre une fenêtre, l'imagerie, et un outil qui permet d'analyser, l'informatique. Et avec ces 2 outils, on est aujourd'hui capable, par exemple, d'observer le fonctionnement du cerveau quand il est envahi par une émotion. Et quand cette émotion donc vient dominer, l'ensemble des pensées. Ce qui est évidemment important, puisque être envahi par une émotion, bah, c'est ce qui se passe justement quand on est envahi par, la dépression. voilà. Alors, ça peut être très positif d'être envahi par une émotion, bien sûr, il faut le Bien rappeler, sûr. mais c'est aussi, parfois destructeur et nocif. Vous avez le sentiment que vous, chercheurs, dans ces domaines très importants, heu, vous trouvez un soutien dans cette fondation? Qu'est-ce que cette fondation Université Paris-Cité vous apporte, à vous, chercheurs? Alors c'est essentiel de pouvoir bénéficier, du soutien d'une fondation, parce qu'évidemment nous avons la chance en France de disposer de postes, le mien par exemple, de professeur dans cette université, qui ont une forme de stabilité dans le temps, ce qui nous permet de voir loin, et d'avoir une sorte de base arrière pour avancer dans notre recherche. Mais pour que, ces recherches puissent avoir lieu, pour qu'elles puissent s'adapter très rapidement, pour que les progrès technologiques soient suivis très rapidement de nouveaux projets, scientifiques, il faut des financements qui soient beaucoup plus mobiles, et ça, c'est typiquement ce qu'une fondation comme la fondation Université Paris-Cité permet. Et par exemple, de travailler avec, j'imagine, des collègues étrangers. On a beaucoup parlé de la fuite des cerveaux, de l'Amérique qui ne veut plus recevoir de scientifiques étrangers, et cetera. Est-ce que vous avez le sentiment que là, il y a aussi toute une collaboration internationale? Alors oui, alors déjà au niveau national, nous avons la chance en France d'avoir des ingénieurs de grande qualité, Oui, juste des c'est vrai, polytechniciens par il faut le exemple. rappeler, des normaliens, mais des Évidemment certains sont aspirés par, les sirènes, des États-Unis, mais pas tous. Nous avons une ingénierie de grande qualité, et j'indiquais que nous en avons besoin, et pour l'imagerie et pour, l'informatique qui permet d'analyser, les images du cerveau. Donc c'est important pour les médecins que nous sommes de pouvoir nouer, des liens, bien sûr. collaborations avec des scientifiques, des ingénieurs en dehors du champ de la médecine. Puis évidemment, aujourd'hui, tout se fait à l'échelle Oui, internationale. bien sûr. Ça veut dire que nos collaborations se font En lien permanent avec tout ce qui avec se fait à nos l'étranger. collègues en Europe, nos collègues aux États-Unis ou nos collègues en Asie, et là aussi ça nécessite une forme de mobilité, pas seulement la mobilité des hommes, mais la capacité d'adaptation très rapide pour être vraiment compétitif, pour aller très rapidement vers l'utilisation d'une nouvelle technologie, par exemple, qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, ou Mieux soit dit. ou de définir la façon dont une molécule va agir spécifiquement à tel endroit du cerveau. Et ça, il faut des financements qui aient une certaine ampleur, bien sûr, mais aussi une forme de rapidité dans la mise en œuvre qui permet Oui, une d'aller souplesse, une aussi vite que la fluidité. recherche doit aller, puisqu'il faut qu'elle aille vite, puisque les patients ont besoin que nos progrès soient plus nombreux encore. Mmh. Alors pour conclure, cher, Raphaël, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un chercheur heureux? C'est idiot peut-être ma question, mais plutôt optimiste, c'est peut-être votre nature d'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment, d'abord j'imagine faire quelque chose d'utile pour la société, pour la collectivité et et de vous épanouir dans cette activité-là? Moi, je suis passionné Oui, par c'était mon pas trop. exercice. Je trouve d'ailleurs que avoir la chance d'être un clinicien en même temps qu'un enseignant et un chercheur, c'est extrêmement précieux, parce que c'est comme ça qu'on invente au mieux ce qui aidera nos patients. Parfois, nous avons parlé des États-Unis par exemple, il y a quelque chose de très séparé entre Oui, les cliniciens oui, et les chercheurs. Les ponts ne s'établissent pas rapidement, et à mon avis, c'est délétère, et nous avons cette force en France de pouvoir associer, à la fois la transmission, la recherche et la pratique, c'est-à-dire d'être vraiment au cœur de ce que nos patients demandent. Donc c'est très stimulant,
Pour moi, oui, j'en suis évidemment C'était heureux. votre choix de vie et votre Et vocation. puis j'ai à répondre, à cette souffrance, qui, je le rappelle, est très fréquente, insuffisamment exprimée, même si elle l'est beaucoup plus aujourd'hui, comme nous l'avons Et en indiqué, augmentation. et en augmentation, notamment chez les jeunes, ce qui est un enjeu, ce qui devient un enjeu. Je pourrais Énorme. presque dire que la santé mentale aujourd'hui est devenue un risque systémique dans notre société, dont il faut que nous ayons tous conscience. Et vous y participez, bien sûr. Merci infiniment Raphaël Gaillard d'être venu nous parler et de vos travaux, de votre expertise, de vos espoirs aussi et bien sûr du travail de la fondation, Université Paris-Cité qui vous soutient et qui vous aide. Merci Merci à vous. merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez mieux compris ces enjeux de santé mentale qui sont évidemment très importants. Merci.